Il y a dans le monde à peu près une dizaine de projets de vaccins totalement différents qui sont en cours. Il y en a 2 qui sont avancés. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite, pour commencer l'émission, l'ORL. Elle est médecin ORL, donc Esther Harboun-Cohen. On est ravis de l'accueillir. Elle travaille à Tel Aviv. Et ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle est multitask. Elle travaille en copatrolim, à l'hôpital et également en privé, à Beth Rofim. Donc on est vraiment très content parce qu'on va pouvoir faire un petit point sur notamment ce qui s'est passé hier à l'hôpital Ichilov, puisqu'on sait que 11 personnes ont été contaminées. Bonjour Esther Harboun-Cohen, je rajoute. Bonjour Cathy, voilà, j'éteins le téléphone qui a sonné au mauvais moment. Oui, bien sûr, on peut faire un point. Écoutez, les informations que j'ai sont des informations qui sont parues dans la presse israélienne sur Ynet, qui sont confirmées ensuite par des collègues. L'État d'Israël en tant que tel. Parce que vous travaillez à Ichilov, il faut préciser que vous travaillez à Ichilov. Oui, je travaille à du peuple juif. Je suis dans mon petit coin et je dois avouer que là, je consulte et puis je ne passe pas beaucoup de temps à courir dans les couloirs d'Ichilov par ailleurs. Donc, en ce qui concerne ce qui s'est passé hier, il y a, semble-t-il, des gens qui se sont rassemblés, qui ont pris un pot de départ, qui ont fait un pot de départ ensemble. Donc, vraisemblablement, les barrières de distanciation n'ont pas été respectées. Et puis voilà, il devait y en avoir un qui était contaminé de l'extérieur et il a contaminé les autres. Voilà, alors il faut dire qu'il y avait des médecins, des infirmières, des personnels administratifs. Oui, tous les gens du même service, semble-t-il. Et puis juste à côté d'Ichilov, on a un deuxième cluster qui est dans la maison de retraite Palace, où il y a aussi une dizaine de cas, me semble-t-il. Exact. Donc, en fait, on a 2 clusters assez proches l'un de l'autre, mais qui, a priori, n'ont pas de rapport l'un avec l'autre. Alors, il faut préciser que vous parliez bien sûr de distanciation sociale, mais on se rend bien compte que ça ne tient pas. Alors, tout le monde répète, gardez vos distances, les 2 mètres, les 1 mètre. Mais enfin, on se rend bien compte avec l'ouverture des restaurants, notamment, que ça ne marche pas. Les gens sont proches les uns des autres. Alors, c'est difficile. C'est extrêmement difficile parce qu'on a été en confinement, c'est pas dans notre culture latine de ne pas se toucher. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore de traitement efficace, on en reparlera peut-être. Donc, la seule chose qu'on sait qui marche, ce sont les mesures de protection. Et on a montré que c'était réellement efficace. C'est-à-dire que garder, on dit 2 mètres, normalement c'est 2 mètres, mettre un masque et se laver les mains. Se laver les mains, c'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Moi, je vois comment, au début, même nous, on ne connaissait rien sur ce microbe, sur ce virus, et donc on avait peur. Maintenant, moi, j'en ai plus peur. Par contre, je passe mon temps à me laver les mains. Alors, et j'ai mon masque tout le temps. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, on parlait des restaurants, de la ville. Je crois que la ville de Tel Aviv aussi, vous l'avez même vous constaté, il y a des quartiers entiers où il n'y a plus de masques, quoi, clairement. Alors, il y a effectivement un relâchement et il y a eu un relâchement notamment au moment des ouvertures des restaurants. Moi, je m'amuse un petit peu parce que je vais à pied sur mes différents lieux de travail et donc j'observe qu'il y a des catégories de quartiers. Quand on est entre Dizengoff, pour ceux qui connaissent la ville, quand on est entre Dizengoff et la mer, c'est plutôt un quartier avec beaucoup de jeunes. Il n'y a clairement pas de masque. Et toutes les personnes qui ont pris il y a des restaurants qui sont sérieux et qui font des distanciations sur les tables, etc. Mais il y a certains restaurants qui sont revenus à des habitudes anciennes. Et puis quand vous montez vers l'est et que vous passez Dizengoff, Ibn Virol, là on a une population plus âgée avec des gens qui sont plus respectueux. Et puis je pense que le fait que là depuis quelques jours on a quand même une remontée des cas à Tel Aviv. Hier on en a eu 49, me semble-t-il. Ça va faire prendre et toutes les personnes qui ont pris leur mashkanta. C'est important. Alors justement, vous parlez de distanciation, on parlait dans la rue de cette distanciation qui se relâche, qui n'est pas fait de façon très sérieuse dans les restaurants, etc. Mais à l'hôpital, ça se passe comment ? Comment ça se passe ? Bah oui. Alors, il y a eu plusieurs périodes dans notre pratique. Il y a eu
le démarrage où on s'est préparé à une vague et avec une vague de cas graves. Et Ils ont donc, pris leur Mashkenta en avant. fonction des lieux, on n'a pas eu la même attitude. Alors, en privé, la plupart de mes confrères ont fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'on a fermé nos cabinets donc pendant les premiers mois qui correspondaient au confinement. À la Coupe Atrolim, on n'a jamais arrêté de travailler. On recevait plutôt des urgences. Il y avait vraiment une baisse d'activité parce que les gens avaient peur de venir. Et puis, nous, en tant qu'ORL, on est une spécialité particulièrement à risque parce que le corona se trouve normalement au fond du nez et de la gorge. Donc, on a eu des recommandations des sociétés ORL israéliennes et même françaises de ne pas pratiquer de fibroscopie pendant cette période parce qu'on ne savait pas très bien ce qu'on faisait avec nos fibroscopes. On a également eu des recommandations de ne pas utiliser de lavage au sérum physiologique. On avait peur que, en cas de corona, dans les voies respiratoires, on l'envoie plus vite vers les bronches. Et également, comme on ne savait pas très bien ce que pouvaient faire les corticoïdes avec ce virus, on a recommandé de ne plus utiliser de corticothérapie locale, sauf dans des cas un peu particuliers qui sont les polypos, c'est-à-dire des cas où les gens ont du mal à se passer de ces thérapie locale et où il ne fallait pas leur supprimer. Donc ça, c'est ce qui se passait à la Coupe Atrolim. À l'hôpital, on s'est mis en ordre de bataille pour faire face à la vague et aux cas graves et sévères et aux personnes allant en réanimation. C'est-à-dire que toutes les activités normales ont été arrêtées. Et les équipes ont été séparées, notamment à l'Irilov, par exemple, les équipes étaient séparées en trois tiers et personne ne se croisait, de façon à ce que personne ne puisse tomber malade en même temps. Et il n'y avait plus de consultation classique. Voilà, ça c'était la première phase. On en est sorti, on va dire, mi-avril à peu près, entre le 15 et le 25 avril. Et on s'est mis à réavoir une activité, enfin on avait envie de revenir à une activité plus normale, toujours avec des protections, parce que le virus était toujours là. On a réouvert les consultations normales. À l'hôpital, les gens ont eu beaucoup de mal à venir. Moi, je m'occupe de vertige, donc plutôt une population âgée. Et donc, c'est vrai que les premières consultations, j'avais du temps, parce que les gens avaient peur de venir à l'hôpital. Maintenant, ça s'est calmé. Les gens qui sont malades viennent. Et je pense qu'il ne faut pas laisser de côté les autres pathologies. Ce n'est pas parce qu'on a eu ce corona que les gens ont arrêté d'être malades et qu'il ne faut pas s'occuper des autres pathologies. Donc, il faut consulter si c'est nécessaire. Alors, vous parliez des fibroscopies. Aujourd'hui, on est revenu à la normale. On peut, sans risque, de nouveau faire des fibroscopies, malgré... Non, il y a toujours un risque. C'est ça, c'est ça. Il y a toujours un risque. Si jamais vous avez quelqu'un atteint de corona, quand vous faites la fibro, vous-même, vous prenez un risque. Alors moi, je le fais... là, il n'y a aucune recommandation. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Alors, pendant un certain temps, moi, je n'ai pas voulu... parce que quand on est à la Coupe Atrolim, par exemple, et en privé, je fais pareil, j'ai un pyjama que je change tous les jours. Je mets par-dessus une surblouse. Encore à l'heure actuelle, vous continuez? Ah oui. Okay. Oui, parce que la preuve, il y en a eu 50 hier. Exact. Et quand les gens arrivent, moi, je leur pose systématiquement la question. Ils ont le petit interrogatoire avant de commencer. Est-ce que vous avez de la fièvre? Est-ce que vous toussez? Est-ce que vous avez une perte d'odorat? Est-ce que vous avez été en contact avec quelqu'un? Donc, tout ça, ce sont des éléments qui permettent de savoir un petit peu. Puis, quand vous avez une dame de 80, 85, 90 ans qui ne sort pas de chez elle, celle-là, elle est peu suspecte, sauf si ses petits-enfants sont venus la voir. Donc, je fais la fibro beaucoup plus calmement. Mais sinon, je mets toujours une visière. Personnellement, moi, je fais un trou dans le masque. Parce qu'en fait, le risque, quand vous faites la fibro, c'est que la personne tousse ou crache. Et donc, elle vous envoie à la figure sa salive infectée. Bien sûr. Donc, je mettais moi mon masque, je lui faisais mettre le masque. Là, je me suis un peu détendue, je le fais en dessous du masque. Je fais mettre le masque en dessous du nez. Alors, mais il y a un risque, il n'y a pas de secret, il y a un risque. Il y a un risque. Mais alors, justement, on va vivre avec ce virus un certain temps, donc il va falloir continuer à cohabiter en bonne intelligence. Alors, je sais que vous êtes passionné pour justement la nature de ce virus. Alors, vous n'êtes pas virologue vous-même, mais vous avez beaucoup de contacts et vous avez beaucoup appris sur ce virus. Certains ont dit ici qu'il était mutant. Est-ce que vous pouvez nous éclairer si c'est un virus qui a muté, pas vraiment muté? Est-ce que c'est toujours le même? Est-ce que c'est le même dans tous les pays du monde? Alors,
clairement, je ne suis pas virologue, pas spécialiste de ça, mais je lis effectivement pas mal là-dessus. Le corona est plutôt un virus qui est un virus stable et qui théoriquement mute peu. Les études qui ont été faites montrent qu'il y aurait deux sortes de corona, mais quand on fait la carte mondiale, on se rend compte que quasiment tous les pays sont touchés par les deux types et il y a vraiment des modifications qui sont très minimes. Maintenant, je ne crois pas sincèrement. Ça veut dire quoi, deux types de virus? C'est-à-dire qu'en fait, le virus princeps a un petit peu muté et c'est un petit peu changé. C'est-à-dire qu'il attaque d'autres choses, il est plus virulent? Non, pas du tout. Pas du tout, mais le virus. Un parti royaliste en Israël. En Israël, c'est un peu particulier. Sur Studio Qualita, vous pouvez le faire, vous nous contactez. En ARN, de sa structure, dire ça. Il est fabriqué il a une certaine structure et il peut y avoir des petites choses qui sont modifiées. Et donc, quand il y a des vraies grosses modifications, ça peut ne pas... ça peut entraîner des choses différentes, une plus grande agressivité ou au contraire une moindre. Mais en l'occurrence, là, il y a très, très peu de différences. Donc, je ne crois pas que ce virus mute. En revanche, il faut quand même se rendre compte que depuis... après le confinement qui a été quand même remarquablement efficace, il y a eu ça qui a été extrêmement efficace et puis Israël a remarquablement géré la situation. On peut quand même saluer la façon dont les choses se sont passées. Alors aujourd'hui, justement, il y a des recrudescences de malades, de contagions. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter ou est-ce que pour vous aussi, comme d'autres médecins, c'est la fin de cette première vague? Il faut rester très prudent parce qu'on ne sait pas et on apprend tous les jours. Ce qui me paraît important, c'est que clairement, on a déconfiné. Je crois que les restaurants ont ouvert le 27 mai. On est actuellement le 16 juin, c'est-à-dire qu'on est à 2 semaines et demie, presque 3 semaines du moment où en fait les choses se sont franchement relâchées et où on a ouvert les contacts. On a une montée de nouveaux cas. On a grosso modo entre 100 et 200 nouveaux cas. Je crois qu'hier, il y en avait 258. Donc, c'est pas rien. Il y a un moment donné où on en avait 10, 20, 15, 30. On n'avait pas beaucoup de nouveaux cas. Moi, je vois deux explications à ça. La première, c'est qu'on teste beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Bien sûr. On trouve plus de gens qu'on ne testait pas auparavant. Clairement, ces personnes-là font des formes légères. Puisqu'on teste en fait des gens qui se plaignent de très peu de choses, hein. Ils se plaignent un peu de mal de gorge, ils se plaignent d'une petite toux, parfois même pas de fièvre, hein. Et on les trouve positifs. Par contre, ces gens-là sont contaminateurs, donc c'est extrêmement important de les tester et de les isoler de façon à ce que le virus ne redémarre pas et ne parte pas dans toute la population. Donc, ça, c'est la première chose, on fait plus de tests. La deuxième, et c'est ça auquel il va falloir être attentif, c'est si on va avoir des cas sévères ou pas. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ça reflambera. Et on est pile poil à la période où, au moment du déconfinement, quand on a et l'ouverture des restaurants, quand on a un petit peu relâché notre vigilance et qu'on a perdu un peu nos réflexes de distanciation sociale, on a pu avoir des contaminés qui, eux, peuvent, quand il s'agit de personnes à risque, mais là, il n'y a pas si longtemps, on a eu 2 jeunes qui ont été touchés, donc c'est plutôt des personnes âgées ou des personnes à risque, on risque d'avoir des cas graves. Donc, pour moi, ce qui est important là, c'est de vérifier la montée des cas sévères. On a eu, ça a descendu très très régulièrement. Je crois que le plus bas qu'on a dû avoir, c'est 28 ou 29. Et hier, on était à 39. Ça veut dire que là, ça remonte. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une part de ces nouveaux cas qui sont dus à un relâchement. Donc, il faut rester vigilant. Alors, il faut rester vigilant. En même temps, notre Premier ministre nous a bien expliqué qu'on ne sera pas tranquille tant qu'il n'y aura pas de vaccin. On parle en Allemagne d'un vaccin pour le mois de janvier, je crois. Aux États-Unis, on parle de faire aussi des essais sur 30 000 personnes à peu près à la même période. Je crois même peut-être en décembre. Ça vous inspire quelque chose? Vous pensez qu'on va y arriver? Alors, je crois que notre salut viendra du vaccin.
effectivement, ou alors d'un traitement miracle, mais au jour d'aujourd'hui, on n'en a pas. Il y a quand même une avancée avant-hier, c'est qu'on a montré de façon assez sérieuse que la dexaméthasone, qui est un corticoïde, un vieux corticoïde qu'on connaît depuis très longtemps, c'est les Anglais qui ont montré ça, la NHS, mais ils ont juste sorti le résumé, donc on n'a pas encore le détail. Le fait de donner de la corticothérapie dans les cas graves diminuait la mortalité. Donc ça, c'est un point très important, parce que finalement, ce qui nous importe, c'est les cas graves. Parce que faire une forme légère, bon, d'accord, on n'est pas bien, mais c'est pas grave. Ce qui nous ennuie, c'est les gens qui risquent d'en mourir. Donc ça, c'est quand même une vraie avancée. Et puis en plus, c'est un traitement facile d'accès et que tout le monde a. Notre salut viendra effectivement des vaccins. Il y a dans le monde à peu près une dizaine de projets de vaccins totalement différents qui sont en cours. Il y en a 2 qui sont avancés. C'est celui d'AstraZeneca en Europe. D'ailleurs, l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Angleterre ont précommandé 300 millions de doses. Parce qu'eux, ils sont aussi en phase 3. Il faut savoir que quand on fait un vaccin, on fait d'abord un truc en labo, ensuite on l'essaye sur l'animal, on l'essaye sur des petites cohortes de personnes à différents dosages pour voir si ça fonctionne ou pas. Et après, on agrandit, c'est ce dont vous parliez pour Moderna, qui est le 2e vaccin des États-Unis, où on essaye sur un très grand nombre pour justement voir s'il fonctionne et 2, s'il y a des effets secondaires qui feraient qu'il faudrait le retirer. Donc, pas en France, en Europe, celui-là, ils ont commencé, ou ils commencent début juillet, les études de phase 3, et ils ont préparé les chaînes de production, parce qu'ils seront en septembre si ça fonctionne, et ils ont préparé les chaînes de production pour démarrer tout de suite la production dès le mois d'octobre. Ça veut dire que ce vaccin, si ça marche, personne ne sait, il faut rester très prudent, il peut être en place assez rapidement. Moderna fait exactement pareil, c'est un vaccin totalement différent qui n'agit pas de la même façon, mais à la limite... on s'en fiche. L'essentiel, c'est que ça marche. Ils sont aussi en phase 3. Ils doivent démarrer la phase 3. Sincèrement, je ne sais pas ce qu'ils ont annoncé comme date de diffusion. Ils sont pareils. Vous savez, ils sont tous dans un mouchoir. À mon avis, on saura à l'automne. S'il y en a un qui est efficace, s'il n'a pas d'effet secondaire, et à ce moment-là, les chaînes de production seront lancées. Mais c'est vrai qu'on fait des précommandes. L'État d'Israël a fait une précommande auprès de Moderna hier pour qu'on ait des doses. Bon, en tout cas, sous réserve que ça marche. En tout cas, c'était passionnant de vous entendre. Voilà, c'est intéressant d'avoir votre point de vue en tant qu'Israélienne, mais aussi en tant que professionnelle de santé. Merci beaucoup. On vous retrouvera probablement dans une prochaine émission. À très bientôt, Esther Arbon-Cohen. À bientôt. Et bonne santé. Merci à vous aussi. Au revoir.